Dans cette vidéo, on va voir un très joli exercice qui est introduit à des choses très très belles en mathématiques. L'exercice est le suivant. Je prends phi qui va de Zn dans Z. Alors Zn, c'est l'ensemble des suites à valeur entière. Donc soit phi qui va de Zn dans Z, additif, ce qu'on appelle un morphisme de groupe. Et en pratique, ça veut juste dire que phi de 0 est égal à 0 et que ça c'est automatique en fait. Ça veut juste dire que phi de u plus v est égal à phi de u plus phi du v. Donc on suppose qu'on a quelque chose qui est additif comme ça. Donc quel est l'exemple de chose qui peut fonctionner comme ça? Exemple, la fonction qui a u associe un. Donc u, c'est une suite. Je peux prendre, pour n'importe quel entier n, je peux prendre l'association qui a une suite u associe son nème terme. Évidemment, ça passe à la somme, c'est-à-dire que la somme de deux suites, par définition, la somme se fait terme à terme, donc le nème terme passe à la somme. Mais la question de l'exercice, c'est de montrer que il ne peut pas exister de choses comme ça qui s'annulent sur toutes les suites qui sont ponctuelles. Donc soit pour i dans n, delta i donc je prends pour n'importe quel i entier delta i la suite qui vaut 1 si i est égal à n et 0 sinon. Exo, montrer que si quel que soit i, phi de delta i est égal à 0, alors phi est égal à 0. Donc c'est vraiment un exercice de passage à la limite. Je suppose que pour n'importe quel i, phi de delta i est égal à 0, alors je veux montrer que phi est égal à 0. La première remarque, pourquoi je dis que c'est un passage à la limite, c'est parce que ça implique que quel que soit u tel que un est égal à 0 pour n assez grand, phi de u est égal à 0. Donc l'hypothèse c'est quoi? C'est que phi s'annule sur n'importe quelle suite qui vaut 1 sur un seul point. La suite delta i elle vaut 1 exactement en n et sinon elle vaut 0. Mais ça implique, comme n'importe quelle suite qui est 0 à partir d'un rang assez grand, et combinaison entière de suites de ce genre-là, une suite qui est nulle à partir d'un certain rang, je peux l'écrire comme une somme finie à coefficient entier de delta i. Donc en particulier, par l'hypothèse d'additivité, j'ai que phi de u est égal à 0. Là, c'est un u. Ok? Donc l'hypothèse équivaut au fait que n'importe quelle suite qui est nulle pour n assez grand est envoyée sur 0. Et donc il faut faire une sorte de passage à la limite dans le sens où il faut montrer que on veut, quel que soit u, phi de u est égal à 0. Donc c'est une sorte de passage à la limite dans le sens où si je tronque ma suite u, si je remplace la suite u par la même suite sauf que je rends tous les termes plus grands que 15 à 0, je la tronque de cette manière-là, phi devient nul. Et il faut montrer une sorte de passage à la limite, de dire que u, en quelque sorte, est la limite de ces approximations successives. Et il faut montrer que phi est continu pour cette opération-là. C'est essentiellement ça qu'il faut montrer. Et c'est là, on va être sauvé par quelque chose qui n'est pas le nombre réel, mais qui est les entiers p-adiques. Donc qu'est-ce que c'est que la philosophie derrière les entiers p-adiques? D'abord, on va résoudre l'exercice, ensuite on va voir où intervient la philosophie des entiers p-adiques. Donc c'est toi qui vas résoudre l'exercice, je vais donner quelques indications. Donc 1, soit an, une suite de... Donc je fixe une suite à valeur entière et je fixe P un nombre premier. Il faut montrer que phi de ANPN, donc c'est la suite où je multiplie la suite qui vaut P puissance n par AN, et il faut montrer que phi de ça est égal à 0. Et le deuxième point, c'est conclure. Donc, je t'encourage grandement à faire pause là-dessus. Je vais te donner des indications pour les deux étapes successives. Pour la première étape, utiliser un nombre qui est infiniment divisible par p, c'est-à-dire n'importe quel nombre entier, il est divisé par une certaine puissance de p maximale. Par exemple,
P carré est divisible par P carré et pas par P cube. Et utilise le fait que le seul entier qui est divisible par toutes les puissances de P, c'est l'entier nul. Et grâce à ça, tu peux montrer que n'importe quelle puissance de P divise phi de AN, sous l'hypothèse bien sûr que phi de delta I est nul. Sous cette hypothèse-là, tu peux montrer que cet entier-là est divisé par toutes les puissances de P. Et pour conclure, prends P différent de Q. Tu prends P différent de Q de nombres premiers. Et tu sais, grâce au théorème, tu sais que n'importe quelle suite, donc si je prends UN, je peux écrire UN est égal à AN P puissance N plus Bn Q puissance N, de manière presque unique. Et ce qui se passe, c'est que la suite U, on l'a décomposée comme deux autres suites, comme la somme de deux autres suites. Et l'additivité de phi te donne que phi de U est égal à 0, parce que ça c'est 0 pour ici et pour là. Donc voilà, on a résolu la partie 1 et la partie 2. Maintenant, j'ai parlé de pourquoi. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on est en train de passer aux entiers p-adiques. Qu'est-ce que c'est que les entiers p-adiques? Donc philosophie. Donc la philosophie est la suivante. On va essayer de dire qu'il y a vraiment une notion de continuité qui marche bien. Comme je l'ai dit, cet exercice, c'est une question de passage à la limite. On va développer une notion de continuité pour laquelle le morphisme phi est continu et qui va ressembler très proche, et qui va être très proche, pardon, qui va être exactement la même que la notion de continuité dont on a l'habitude pour les réels. Donc le point, c'est le suivant. C'est que soit x dans Q, à x égale à 0, équivaut à x arbitrairement divisé par p puissance n. P puissance n divise x, quel que soit n. Et ça, c'est un analogue de soit x dans Q, x est égal à 0, ça va paraître bizarre, mais équivaut à, quel que soit epsilon strictement positif, x plus petit que epsilon. Donc autrement dit, qu'est-ce qui se passe en haut et en bas? Un nombre rationnel, il est nul, c'est seulement s'il est arbitrairement proche de 0, mais c'est arbitrairement proche de 0 de deux manières différentes. Il n'y a pas de raison de privilégier cette manière d'être proche de 0 que celle-là. Dans tous les cas, on arrive à détecter si un rationnel est nul. Un rationnel, il est nul, c'est seulement s'il est arbitrairement divisible par P. Un rationnel est nul, c'est seulement s'il est arbitrairement proche de 0. Il n'y a aucune raison de préférer l'un à l'autre. Et tout comme on dit que deux nombres rationnels sont proches au sens réel si leur différence est proche de 0, ça a un sens, et c'est ce qu'on appelle la topologie p-adique. Topologie p-adique parce qu'elle dépend de P. Ici, j'ai fixé un nombre premier P, donc P est un nombre premier. La topologie p-adique consiste à dire je considère que deux nombres rationnels sont proches, c'est seulement si leur différence est très divisible par P. Donc typiquement, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que Z, on a l'habitude d'y penser comme ça. C'est des entiers qui sont disjoints les uns des autres. On a l'habitude de penser à Z comme tracé dans l'axe réel, c'est-à-dire que les entiers sont tous à distance une les uns des autres. Mais avec la topologie p-adique, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe avec la topologie p-adique? Bon, on a 0 ici. On a 1 ici, disons. Mais on a une suite qui tend vers 0. Parce que P, il est un petit peu plus proche de 0 déjà, parce que, comme je l'ai dit, être proche de 0, c'est être très divisible par P. Donc P, il est un peu plus proche de 0 que 1. Puis ensuite, on a P2. Puis on a P3, et ça continue. On a une suite d'entiers qui tendent vers 0. Et pareil, je peux recommencer n'importe où, je peux dire, je regarde P plus P2, c'est assez proche de P, parce qu'entre P plus P2 et P, la différence est P2, donc ça commence à être un petit peu proche de 0. Et je peux encore une fois dire qu'il y a des entiers qui tendent... Ici, je prends P plus P puissance n. P plus P puissance n, ça tend vers P parce que leur différence est très divisée par P, d'après ce critère-là. Donc voilà, on a ce dessin de Z. Z, on a l'habitude d'y penser comme ça. C'est-à-dire que c'est très discret, c'est ce qu'on appelle discret. Les choses sont très séparées les unes des autres, mais il y a une topologie très riche qui intervient si on y pense comme ça. Et le point, c'est le suivant. Le point, c'est le suivant, c'est que les morphismes additifs, donc les choses qui passent à la somme, sont automatiquement continues pour la topologie p-adique. Ce qui est normal, parce que la topologie p-adique, c'est une condition de divisibilité.
la divisibilité, ça passe au morphisme additif, ça passe aux applications additives. Donc soit phi de z dans z, tel que phi de a plus b est égal à phi de a plus phi de b. Donc c'est la condition comme au-dessus, sauf que au-dessus c'était pour des suites, là c'est juste pour un point entier, mais c'est en guise de motivation. Alors, phi est continu pour les p-adiques. C'est-à-dire que si x moins y, donc si x est proche de y, ça veut dire que x moins y est divisé par des grandes puissances de p. P puissance n divise x moins y implique P puissance n divise phi de x moins phi de y. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je peux écrire x moins y est égal à P puissance n plus P puissance n. Ici, il y a peut-être des facteurs plus, il y a peut-être des facteurs moins, mais c'est pas très grave. Et tu vois que du coup, je peux appliquer la même chose. J'applique phi. Ça donne que phi de x moins phi de y est égal à P puissance n plus P puissance n. Donc, P puissance n divise x moins y, ça équivaut à ce que l'on puisse écrire x moins y comme une somme de P puissance n, avec potentiellement des coefficients négatifs, on s'en fiche. Et ça implique que phi de x moins y, comme phi passe à la somme, phi de x moins y, c'est phi de P puissance n, sauf que phi de P puissance n, c'est P puissance n fois phi de 1. Parce que phi de P puissance n, c'est phi de 1 plus 1 plus 1 plus 1 P puissance n fois, et donc ça fait phi de 1 plus phi de 1 plus phi de 1 P puissance n fois. Donc on a cette formule-là, ce qui dit que P puissance n divise x moins y, donc ce qu'il faut comprendre, c'est x moins x et y sont proches, au sens des p-adiques, implique que P puissance n divise phi de x moins phi de y. En fait, c'est même mieux que ça, c'est-à-dire que c'est pas... La notion de continuité, c'est quelque chose d'assez large. Ça dit, si je tends vers 0, alors... Si xn tend vers 0, alors f de xn tend aussi vers 0. Donc c'est quelque chose d'assez large. Ici, on peut même quantifier. C'est-à-dire que si x moins y, x et y sont proches de degré n, c'est-à-dire que p puissance n divise x moins y, alors le même n vérifie que p puissance n divise phi de x moins phi de y. Donc on arrive même à quantifier à quel point ça tend vers 0. Donc maintenant, je vais finir la preuve de l'exercice, mais avec ce que j'expliquais plus haut, normalement, la preuve devrait être plus intuitive. Donc, la preuve, c'était fait en 2 étapes, je rappelle. La première étape, c'était soit an dans Zn, montrer que phi de an Pn est égal à 0. P puissance n est égal à 0. Mais en fait, maintenant, c'est un peu plus clair ce qui se passe. C'est-à-dire que là-dessus, je peux la décomposer comme deux termes. Un terme qui est nul par hypothèse et un terme qui tend vers 0. Parce qu'un terme qui est très divisible par P. Donc, ce qu'il faudrait se dire, c'est, mettons que la suite an est égale à 1. Notre suite an, elle ressemble à ça. Le premier terme, c'est 1, puis ensuite c'est P, puis ensuite c'est P carré. Et ça continue à monter un petit peu dans la divisibilité par P. Notamment, d'après ce que j'ai dit en haut, si on croit au fait que la fonction phi est continue pour les p-adiques. Et notre suite, on peut la découper en deux termes. On peut la découper en un terme ici, qui a un nombre fini de termes, et ensuite ici, mais qui tend vers 0. Parce que c'est très divisible par P ce qui se passe ici. C'est des choses qui sont très divisibles par P, donc c'est très petit pour la topologie des p-adiques. Donc on peut écrire je peux la décomposer comme deux suites avec, pour n'importe quel n, je peux la décomposer de deux côtés. Ici, je me coupe à la nème partie avec v i est égal à 0 si i dans 0n-1. Et le point, c'est que v est divisible par p puissance n. Comme chaque terme de v est divisible par p puissance n, formellement, la suite v elle-même est divisible par p puissance n. Donc on peut écrire ça, et ce qui donne phi de v est égal à p puissance n, un truc. Ça, on s'en fiche, l'important c'est juste que phi de v est divisible par p puissance n, mais le point c'est que phi de u c'est 0. Et donc ce que j'ai, c'est que a, si j'écris a la suite à n p puissance n, j'ai phi de a est égal à phi de u, ça c'est 0, plus phi de v, et sauf que phi de v, ça tend vers 0. Parce que phi de v, c'est de plus en plus divisé par p puissance n, et donc ça tend vers 0 au sens de la topologie des p-adiques.
Donc voilà, tout ça pour dire que cet exercice est très naturel dans le cadre de la topologie p-adique. Comme je l'ai dit au début de l'exercice, cet exercice, il faut trouver un moyen de passer à la limite. Et comme on est sur Z, on est sur des choses discrètes, donc il n'y a pas de passage à la limite qui est possible, sauf, comme on l'a vu tout à l'heure, dans ce dessin un petit peu touffu, les p-adiques, il faut vraiment y penser comme ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est partout dense. Il n'y a jamais des points discrets comme sur Z. Chaque point est limite d'autres points, par exemple le point P est limite de P plus P puissance N, la suite P puissance N tend vers 0, donc il y a des convergences de partout. Donc c'est une topologie qui est riche. Quand on regarde juste les entiers, je regarde la topologie des p-adiques, la topologie des p-adiques est riche pour les entiers. Ce n'est pas une topologie qui rend les entiers discrètes comme la topologie induite de celle des réels. Donc il faut passer, cet exercice, encore une fois, c'est un exercice de passage à la limite. On ne peut pas faire de passage à la limite pour les nombres réels parce que la topologie est discrète, il n'y a rien à faire. Par contre, c'est divisible par p puissance n et donc on peut le faire. Donc voilà. Comment on fait cet exercice? Je résume rapidement la preuve. La première étape, c'est se rendre compte qu'il suffit de traiter des suites de cette forme-là, des suites de la forme AN P puissance N, parce que n'importe quelle suite, d'après le théorème de Bézout, peut se décomposer comme AN P puissance N plus Bn Q puissance N. Ensuite, regardez ce qui se passe sur ces suites-là et voir que ces suites-là, on peut les décomposer comme un terme qui va être nul par hypothèse, parce qu'on a supposé que phi s'annulait sur toutes les suites delta I, plus un terme qui tend vers 0 parce qu'il est de plus en plus divisé par P. Et voilà, et on a résolu l'exercice. Mais à quoi servent les p-adiques? C'est une bonne question. Donc essentiellement, ce qu'on peut faire, qu'est-ce que c'est que R? R, il est obtenu à partir de Q, ça c'est connu, en complétant. C'est-à-dire que quand tu verras la notion d'espace métrique en prépa ou plus tard, tu apprendras qu'on peut mettre une métrique, enfin, la distance x moins y. Quand je regarde deux rationnels, je peux regarder leur distance. C'est-à-dire que la distance de 0 et de 1, c'est 1, la distance de 0 et 2, c'est 2. Je peux regarder leur distance et ensuite je peux dire que je complète. Quand on a une notion de distance sur n'importe quel ensemble, on peut automatiquement compléter. Et il se trouve que quand on complète Q pour cette distance-là, on obtient R. Mais ce qui est très connu et qui est de plus en plus étudié aujourd'hui, c'est que on peut aussi prendre la distance des p-adiques. C'est-à-dire que je peux aussi dire, comme j'ai dit tout à l'heure, un rationnel qui est divisible arbitrairement par P, c'est le rationnel nul. Et donc il y a une analogie entre les rationnels et les... Enfin, il y a une analogie pardon, entre le fait d'être divisible par P et le fait d'être proche de 0. Et donc, ce qu'on dit formellement, c'est qu'il y a un moyen de mettre une distance sur Q qui induit la distance p-adique, c'est-à-dire que c'est une distance qui rend vraiment formel le fait que des rationnels qui tendent vers 0, c'est des rationnels qui sont très divisibles par P. Et encore une fois, je l'ai dit une fois que dès qu'on a une notion de distance, on peut compléter. Et quand on complète Q, on obtient ce qu'on appelle QP. Voilà, et c'est quelque chose qui a une saveur très différente. Enfin, pour n'importe quel nombre premier P, on obtient QP, et en fait, il n'y a aucune raison de privilégier l'étude de R plutôt que de l'étude de QP. C'est des choses dans lesquelles on a aussi des notions de convergence, pour lesquelles on a aussi des notions d'espace analytique. Tout ce qu'on fait sur R, on peut le faire sur QP, il n'y a pas de raison de privilégier R par rapport à QP, et ça a des saveurs très différentes. Souvent, quand on veut comprendre un énoncé mathématique, il est bien mis dans son contexte, seulement quand on considère pas seulement R, mais on considère pardon, R simultanément avec tous les nombres premiers P et QP. Quand on considère R et QP tous ensemble, en général, on a des énoncés qui sont bien plus symétriques, bien plus beaux. Tout ça, mais bon, c'est des choses très avancées. Les nombres, enfin ça, tu rencontreras pas ça dans ta carrière de mathématicien ou de mathématicienne avant longtemps normalement. Mais je trouve que cet exercice est une belle introduction à ce genre d'idée parce que concrètement, on voit comment ça peut nous aider à faire des passages à la limite non triviaux, dans le cas où on considère juste des entiers, donc il n'y a pas de notion de topologie intéressante.